Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 mai 2021. Encore 48 heures avant l'extinction du couvre-feu, la levée du couvre-feu. Je ne sais si vous partagez ce sentiment, mais il y a des écrivains qu'on méconnaît absolument, mais qui nous fascinent totalement. Est-ce que cette fascination est causée par ce qu'on devine sur l'auteur, ce qu'on imagine, ce que l'on subodore, ce que l'on intuitionne, ou il pourrait représenter cet auteur l'archétype de l'écrivain, de l'écrivain, dis-je, tout entier dans sa création continue. Et il y a un écrivain qui me fait cet effet. Et je n'ai lu pourtant qu'un seul livre de lui, il y a déjà longtemps. Cet écrivain, c'est Claude Simon, avec son ouvrage La route des Flandres. Et aussi, il y a une autre poète qui, j'en parle assez régulièrement, me fascine totalement, mais qui, elle, je connais plutôt bien, c'est Rina Lanier. Et ce soir, j'allais vous parler de Rina Lanier, car au moment d'ouvrir ma webcam, j'ai jeté un coup d'œil négligemment sur les acquisitions du jour et j'y ai déniché ceci. La mécanique des femmes de Louis Calaferte. Louis Calaferte, j'imagine qu'on prononce. Louis Calaferte, d'origine italienne, mais qui est né à Paris. Qui est né, non, il n'est pas né à Paris. J'allais dire n'importe quoi, là. Je pense qu'il est né à Turin. Et très tôt, ses parents se sont établis en France. Son premier livre, est-ce que c'est Partage des vivants? Son premier livre a été impatronisé par Joseph Kessel. Je vais vous dire ça, partage. Requiem des innocents. Et après, il a fait le partage des vivants qu'il a jugé plutôt mauvais. Mais après, en 63, il a enchaîné avec probablement dans les livres les plus importants que j'ai lus dans ma vie. Septentrion. Alors, c'est quoi Septentrion? J'ai commis une ou deux, ou même 3 vidéos sur le sujet. C'est la quête d'un jeune homme pour devenir écrivain, mais qui en même temps parasite les uns et les autres, qui est complètement largué parce que le monde de la culture, le monde des livres, lui est interdit. C'est au terme d'une longue bataille avec les mots et avec les livres qu'il finit par naître de lui-même, si l'on peut dire. Et le livre, dès sa parution, a été interdit. On l'a réédité 21 ans plus tard, en 84. Et il est resté longtemps un objet fort convoité par les bibliophiles. Pourquoi il a été interdit? À cause d'innombrables scènes de sexe, de scènes assez crues, que n'aurait pas désavoué, par exemple, Henri Miller. Mais ce qui a peut-être choqué aussi les censeurs, c'est que outre la quête du sexe, il y avait également une quête du sacré. On pourra juger que les deux peuvent très bien se mêler. Peuvent se mêler, oui. Et donc, et là, je tombe sur la mécanique des femmes. Et ce petit livre qui a été publié, je vais vous dire ça, un des derniers que Calaferte a publié avant de mourir, en 92. Et je pense qu'il est mort... attendez, je ne vais pas dire n'importe quoi. Il me semble qu'il est mort en 94 peut-être, ou 96 tout au plus. Alors c'est un de ses derniers livres. Et il confiait qu'il avait lu tout le catalogue des éditions des femmes pour savoir
ressentir, éprouver ce que ressentent vraiment les femmes dans le rapport charnel. Et il jugeait que le catalogue des éditions des femmes, par exemple, ne lui fournissait aucune lumière sur ce profond mystère. Alors en exergue, il nous cite Paul Valéry dans les Cahiers, tome 2, Eros. Ce n'est pas la femme, c'est le sexe. Ce n'est pas le sexe, c'est l'instant. La folie de le diviser, l'instant, ou celle d'atteindre. Quoi? Ce n'est pas le plaisir, c'est le mouvement qu'il imprime. C'est le changement qu'il demande, harcèle, et devant lequel il retombe, brisé, rompu, couronné d'une jouissance, liquéfié, achevé, béat, mais la volupté cache sa défaite. Alors, vous voyez, le ton est donné. Alors, la mécanique des femmes, il s'est livré à une sorte d'exercice où il se met dans la peau de certaines femmes qui ne sont pas nécessairement aimables. Il se met aussi dans leur corps, dans leur jouissance, dans leur rappel frénétique à la jouissance, dans leur insatisfaction, dans leur colère, dans leur mythomanie. C'est un livre fou qui est plutôt décousu. Ce sont de courts passages, des aphorismes, des éclairs. Parfois, c'est une seule phrase qui est lancée comme une flèche au milieu du texte. Et parfois, c'est purement allusif. Parfois, c'est énigmatique. Parfois, on ne sait pas du tout où il nous conduit. On devine qu'il ne le sait pas davantage. C'est tourbillonnant. C'est éminemment poétique. C'est échevelé. C'est écrit d'une langue juste. C'est précis. C'est chirurgical. Et en même temps, parfois, c'est d'un flou artistique. C'est nimbé par une jouissance étouffée. C'est une mécanique qui s'emballe. C'est une mécanique qui tombe en panne. Ce n'est plus de la mécanique, c'est autre chose. C'est des ressorts qui se mettent en mouvement. C'est des pistons. C'est des chevaux bien huilés. C'est des nuits qui tout à coup apparaissent en plein jour. C'est des rideaux tremblants dans la canicule. C'est un soleil d'hiver agonisant sur une croupe rebondie, froide, comme une neige éternelle. C'est une main posée sur un ventre chaud, sablonneux. C'est le matin qui se lève comme une offrande, comme un corps qui s'offre à nous. C'est les matins aussi où les corps se refusent, où les corps refusent la fusion. C'est la soif, le manque, le désir qui ne trouve pas son achèvement, son épanouissement. C'est la résurrection dans le corps de l'autre. Elle me précède en courant dans l'escalier, s'immobilisant ensuite sur le palier tandis que je continue à monter. La rondeur de ses cuisses jeunes visible jusqu'à la culotte sous le bouillonnement du jupon blanc. Je ne connais que bite, pin, queue, zob,
membres, asperges, rouleaux, verges, braquemars. Est-ce que tu en connais d'autres? L'orgue d'une église proche. Petits ongles au bout arrondi. Elle est seule à m'attendre sur le quai de la gare, d'une inoubliable joliesse, les cheveux ramenés sous un chapeau d'homme gris clair, note à la fois élégante et dévoyée, soutenue par un veston masculin et un pantalon étroit qui allonge ses jambes, à la main, une rose qu'elle me tend d'un geste à la grâce lente, un sourire dans le regard, quelque chose de féerique dans cet instant, comme soustrait au monde. Je voudrais bouger pour toi, nu, danser pour toi, et qu'ensuite tu me prennes, humide de transpiration, chaude de sexe, putain arrogante. Aspirant le goulot de la bouteille d'eau minérale, il y a des moments où je sucerais n'importe quoi. Quand j'étais petite, je ne pouvais pas supporter le contact de la peau de ma mère. Tu as beaucoup de sperme, c'est bon. Je vais le garder longtemps sur la langue. C'est toi qui m'as appris le nom des balsamines et qu'elles sentent bon la nuit. J'en ai toujours un pot sur ma chambre, sur ma fenêtre. Je les regarde et l'été, je pense à toi. Tu me déshabilles? Je te déshabille. Tu me déshabilles comment? Les chaussures. Ensuite, la robe. Dessous, j'ai une chemise de soie. Les bas, le porte-jartel. Non, je le savais. Et après? Tu gardes aussi le soutien-gorge. Non, on l'enlève. On l'enlève. Reste la chemise de soie, la culotte et le porte-jartel. On ne touche plus à rien. D'accord, on ne touche plus à rien. Les mains n'ont pas cessé leur irritant va-et-vient, presque à la hauteur de son visage, enduit de chaleur. On prend un taxi. Dans le taxi, je ne veux pas que tu me touches. Toi, tu me toucheras. J'aurai peut-être mal aux pieds. Je m'occuperai d'eux dans la chambre. Son pur sourire de jeune fille. Je pourrais enlever ma chemise, rien que pour scandaliser le chauffeur. Tu seras nu, excepté la culotte et le porte-jartel. Elle se couche contre moi. Un jour, il faudra qu'on fasse ça pour de vrai. Il y a une cabine téléphonique. Je te sucerai. Personne ne nous verra. Je l'ai fait plusieurs fois. Tu suces et tu sais qu'il y a des gens qui passent sans se douter de rien. Toi, tu feras semblant de téléphoner. Tu pourras me dire des trucs qui excitent. Est-ce que tu as une grosse queue? L'hiver, c'est la mort. Ses yeux noirs assoupis. Elle serre son corps entre ses bras. Je ne veux pas voir le monde. Je veux des chambres closes, chaudes, figées. Fais-moi l'amour, que je ressuscite. Puisque tout le monde meurt, je voudrais mourir en faisant l'amour. J'ai su que j'étais devenue une vieille femme le jour où j'ai remarqué que les hommes trouvaient des prétextes pour ne pas rester avec moi, ne pas m'accompagner lorsque je sortais, pour ne pas être vu en ma présence. J'aurais cependant pu leur offrir quelque chose de savant qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs, du plaisir désespéré. Sa femme à 18 heures.
Oui, 10 heures. 10 heures. De l'imprévu, n'est-ce pas? De l'imprévu. Alors, vous voyez, c'est tout le long comme ça. Le court passage, télescopé par à la fois des moments de désir, de la déception, hein? Cette femme qui est prête à offrir du plaisir désespéré. Vous vous rendez compte de la formule quand même? Offrir du plaisir désespéré. Pour toi, je serai femme, maîtresse, mère. Je me marie, mais c'est comme si j'allais à l'abattoir. Alors c'est quand même le génie de Calafert aussi, d'être capable de se glisser dans la peau de jeunes, très très jeunes femmes, pleines d'hormones, pleines d'inconscience sexuelle également, de femmes mûres, de femmes en pleine maîtrise, qui ont développé une science très sûre de leur propre corps. Des femmes vieillissantes, des femmes qu'on ne regarde plus, hein, qu'on ne regarde plus jamais, des femmes devenues transparentes, des femmes devenues invisibles, des femmes passe-muraille, on les confond avec le mur, on les voit même disparaître dans le mur. Je veux me salir l'âme. Toi, je te connais. Non. Je te dis que je te connais. Non. Je n'oublie jamais la tête d'un client. Je ne suis pas un client. Comme si tu n'étais jamais monté avec moi. Jamais. Menteur. Vous les hommes, vous êtes tous de sales menteurs. En tout cas, aujourd'hui, si tu voulais monter, je te dirais non. Je ne veux pas monter. Tu ne veux pas me faire croire que tu n'aimes pas les putes. Tous les hommes aiment les putes. Je suis bien placé pour te le dire. Je n'ai pas dit que je n'aime pas les putes. Alors qu'est-ce que tu veux? Rien. Je te regarde. Et tu me trouves comment? Bien. Bonne à baiser? Bonne à baiser. Alors je te monte? Non. PD. Va te faire niquer. À l'aube, sous le maquillage estompé, ses traits creusés, la fatigue au fond des yeux, un abandon, une lassitude triste. Je n'ose pas vous parler de votre odeur sucrée qui m'envoûte. Il n'y a rien de plus beau qu'un sexe en érection. Je suis une putain frigide. À ma mort, je veux qu'il y ait autour de mon lit tous les hommes qui m'ont sauté. Je suis sûr que la mort sera impressionnée et qu'elle m'épargnera. C'est un livre, vous voyez quand même, on pourrait juger ce livre-là. C'est assez étonnant parce que Calafert, bon, Calafert a écrit beaucoup de pièces de théâtre aussi, vous pouvez l'entendre, il y a une sorte de génie des dialogues, d'un naturel des dialogues. Et ce n'est pas rien pour qu'un dialogue entre deux personnages
d'une pièce de théâtre, par exemple, soit crédible et soit en phase avec les personnages joués, représentés. Il ne faut pas que ça soit ni trop, ni pas assez. Il faut que les mots dits dans la bouche du personnage aient une quelconque vraisemblance. Il faut que cela tienne, il faut que ça ait du sens. Et même dans des très 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 courtes descriptions, comme une très très courte description, comme vous venez le voir, il y a ce génie d'aller à l'essentiel, dans le vif. Deux ou trois. Ouais. J'hésite parce que certains d'entre eux certains passages sont assez salaces. Deux derniers. Je ne suis pourtant pas très belle, mais les hommes me choisissent plus souvent que d'autres que je trouve 10 fois mieux que moi. Je ne sais pas ce qui les attire. Je crois qu'ils sentent que j'aime ça à la folie. Parce que je le fais un peu pour l'argent, bien sûr, mais c'est surtout pour le plaisir. Le soir, je suis contente quand j'en ai ramassé beaucoup dans la journée. Normalement, je m'y mets vers midi, mais souvent je commence avant rien que pour calmer mon envie. Ce que j'aime, c'est quand on monte, quand je les sens derrière moi qui me regardent. Je me mets à leur place. J'imagine ce qu'ils pensent. Je me demande comment va être leur queue et ce qu'ils vont vouloir. Ça me picote tout autour de la chatte. D'un doigt, elle lisse à plusieurs reprises ses sourcils. Jupe et veste sombre, silhouette mouvante. Il se met à pleuvoir à grosses gouttes. Elle lève les yeux au ciel, secoue la tête comme un animal, s'enfuit en courant, bientôt disparue. La mécanique des femmes, Louis Calafert, publié chez Folio. Alors, mais je vous invite aussi, on va finir avec Louis Calafert, aussi, il a écrit des carnets, journaux littéraires, qui font au moins une bonne dizaine, une bonne douzaine de tomes. Il vivait, et par contre, il a été, je pense, toute sa vie avec une seule femme. Alors, il vivait dans la région de Lyon, entouré d'animaux aussi, chats, chiens. Un fils unique, et des milliers, je pense, une bibliothèque, peut-être autour de 20 000 livres aussi. Et un grand, grand amateur d'astrologie. Il, il écrivait également selon les cycles de ses propres cartes du ciel, qu'il avait sans doute l'habilité et le talent d'établir lui-même. Alors, son signe, cancer, donc quelque chose de très médiumnique. Et dans ses carnets, il nous raconte qu'il passe par des périodes d'acédie, où tout désir le quitte, période de sécheresse. Et à ces périodes de sécheresse, de disette, soudain éclatent des périodes d'exubérance, de création folle, des nuits blanches parfois, des livres écrits à toute vitesse, sous l'impulsion d'une frénésie créative, volcanique, éruptive,
dans son existence, mangeant au coin de la table, ne laissant pas le feu s'éteindre. Parfois constatant aussi qu'au beau milieu d'une tempête de poésie, il se retrouvait vidé, le ressort cassé, brisé dans son élan, incapable d'avancer le crayon un peu plus. Et d'une écriture absolument illisible. Petite écriture sèche, saccadée, sautillante. On pense à une sauterelle, je ne sais pas pourquoi. Une sauterelle dans un désert. Et tout à coup, une nuée de mots. De sauterelles qui volent en même temps, obscurcissant le ciel. Obscurcissant l'horizon en entier. Les pages se noircissent à grande, grande, grande vitesse. Et tout à coup, un livre, une pièce de théâtre, des poèmes. En une année, quelques ouvrages paraissent, toujours soutenus par son éditeur, malgré les méventes, malgré qu'on le méconnaît. Il peint également aussi. Il peint des aquarelles. Henri Miller passe dans le ciel. Découvre que peindre, c'est le repos. C'est facile. On n'a pas besoin de réfléchir. On n'a pas besoin d'être intelligent. On a besoin d'être à l'affût, cependant. On a besoin d'être complètement présent au monde, présent à la couleur, présent à la matière, présent au passage du temps. Le pinceau sur le papier, les traces. Une écriture dans l'alphabet. Une écriture d'avant l'écriture. Une écriture avant même la parole. Les hommes préhistoriques peignaient, c'était des virtuoses, si on peut dire. Si on peut dire ça d'un peintre, c'est un virtuose. On dit ça d'un musicien. Avec un sens des proportions incroyables. Mais des proportions non pas la forme juste, mais les proportions que l'animal mythique prend dans l'imaginaire, dans le sommeil, les rêves des chasseurs. Calafert, c'est un chasseur de rêves. Au fond, c'est un peigneur de mammouth. C'est un peigneur de tigres aux dents exorbitantes. J'aime cette idée d'un homme parfaitement englouti dans sa création, immergé dans son propre inconscient collectif aussi. Les grands créateurs ont cette capacité, pas que de descendre dans leur propre tumulte, dans leur propre strate, ils ont également la capacité de descendre dans l'inconscient collectif, d'aller forer à la source des archétypes collectifs, des grands mythes, des grandes figures, anges, démons, chimères, créatures imaginaires, héros, martyrs, Caïn, Abel, tueurs, saints. Toute l'humanité réunie dans un seul magma où, du point de vue de l'artiste, on n'arrive pas à distinguer les uns des autres. À la fois rêve, à la fois cauchemar. Calafert qui noircit ses carnets, qui lit sans arrêt, qui au fond, quand il n'arrive plus à écrire, il lit. Quand il n'arrive plus à lire, il écrit. Les deux activités sont indissociables dans son esprit. On lit parce qu'on a envie d'écrire, on écrit parce qu'on a envie de lire. Et les deux désirs
sont inaltérables. Mais lui, dans un rythme extrêmement rapide, il passe de l'un à l'autre. Un instant, il demeure immobile dans la clarté que liquéfie la grande fenêtre, puis, riant, se laisse tomber en travers du lit. Elle a les épaules étroites, le cou mince, les cheveux mousseux, le visage et le corps d'un enfant, dans une courte jupe qui laisse à découvert ses cuisses au bas noir. Souriante, je fais des rencontres, des connaissances. Elle sautille, tire moqueusement la langue. Je m'endors en sentant l'odeur de ma culotte. Je faisais déjà pareil quand j'étais toute petite fille. Alors voilà. Écoutez, ce qui est curieux, c'est que vraiment, j'étais sur le point de vous lire, de vous parler, de vous lire quelques poèmes de Rina Lanier, qui d'une certaine manière n'aurait jamais pu écrire ce qu'a écrit Louis Calaferte. C'est pas possible. Mais en même temps, sur un livre qui lui a été consacré, La joie créatrice, en fait, c'est une exposition, je vais vous le montrer. On la voit toute jeune ici. Tenez. Quelque chose de... Même si elle écrivait une poésie très, très religieuse, elle est belle, hein? Elle est très, très belle. Et la pose, à la fois détendue, à la fois souveraine, elle n'est pas assise dans le fauteuil, une espèce de fauteuil, on devinerait presque présidentiel. Non, elle est en bas du fauteuil. D'une certaine façon, elle dédaigne, hein, une sorte de dédain des mondanités. Et on la voit ici, âgée, et ça, c'est dans sa maison à Joliette. Maison qu'on a filmée, mon ami Pierre Provencher et moi, et où on me voit. On a demandé aux voisins, cependant, la permission avant de... Alors, qu'aurait pensé Rina Lanier de la poésie de Louis Calaferte? Sans doute, elle aurait peut-être été, je sais pas, peut-être pas scandalisé, mais ce qui lui aurait plu dans les carnets de Calaferte, c'est que Calaferte était un homme qui était un mystique à l'état pur, un sauvage également à l'état pur, et très, très, très épris de la nature et une personne de culture également. Et ça, elle l'aurait reconnu tout de suite comme étant un esprit peut-être assez proche du sien, malgré quelques différences. Elle se serait reconnue assurément dans la quête spirituelle de Calaferte. Calaferte, il voulait la déflagration, vous comprenez? Il voulait une vie entièrement consacrée à la création et à la poésie. Une vie d'abandon à la beauté. En ce sens-là, Rina Lanier aurait été une sorte d'âme sœur. Mais demain, je vais donc vous parler de Rina Lanier. Le couvre-feu se termine dans 2 jours. J'ai des sentiments partagés
concernant la fin de cette séquence vidéo qui a commencé le 8 janvier. Il y avait de la neige partout, il faisait froid. L'atmosphère était plutôt lugubre. On attendait avec appréhension la deuxième vague, ou plutôt la troisième, avec toutes ces vagues. Hein? Finalement, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Et les Québécois, semble-t-il, sont plutôt fiers de leur gouvernement. Le taux d'approbation, ai-je lu aujourd'hui, dépassait le 80%. Alors, Legault marche sur les eaux. Hein? Je pense que je pourrais ouvrir le soir, hein, finalement. Alors voilà. Mais il faut bien se reposer. Hein? Il n'y a pas que vendre des livres dans la vie, n'est-ce pas? Alors, je vous remercie d'être avec moi. J'espère que je ne vous ai pas trop scandalisé avec des passages plutôt crus de la mécanique des femmes. Mais parfois, il faut en venir aux mots. Venons-en aux mots. Merci et bonne nuit.